Bonjour à toutes et tous, bienvenue et merci d'être là pour cette première session de préparation d'échauffement pour le mois sans tabac 2023 qui commencera officiellement en novembre, mais vous l'avez peut-être vu sur le groupe Facebook du programme. Voilà, le programme a finalement déjà commencé, il y a de la préparation, il y a des questionnements, il y a peut-être aussi des peurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Virginie. Donc, je vais brièvement me présenter et laisser aussi Virginie se présenter. Mais voilà, le cadre de cette session, de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir aborder certaines des questions, des peurs que certains participants et participantes avaient en se préparant à ce mois sans tabac. Donc, je m'appelle Magali et je m'occupe de la coordination de ce programme du côté de la Suisse romande et je vais tout de suite laisser la parole à Virginie qui va pouvoir se présenter et ensuite répondre à toutes les questions qu'on a reçues jusqu'à présent. Merci Magali. Alors Virginie Breillet, je travaille à la Ligue pulmonaire vaudoise dans le secteur de la prévention et de la promotion de la santé depuis une douzaine d'années. J'ai été formée comme coach Stop Tabac sur la méthode IFT et ça fait déjà quelques années donc que je propose des conseils et de l'accompagnement par rapport à l'arrêt du tabac dans le canton de Vaud principalement. Donc. Okay. Merci Virginie. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, déjà, il y a eu beaucoup de questions et de remarques et de commentaires par rapport au thème de l'addiction et de la dépendance. Est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu plus d'informations sur ça, sur finalement comment se structure cette dépendance? Oui, alors je crois que c'est bien de le rappeler parce que peut-être que les gens le savent un peu, mais c'est toujours bien de le rappeler. Alors, ce qui se passe, c'est que la dépendance, en fait, elle va se créer sur plusieurs niveaux. On va avoir la substance nicotine qui, lorsqu'elle passe dans le sang, lorsqu'on inhale la fumée, va aller dans le cerveau et stimuler une zone au niveau du circuit de la récompense, qui est le système limbique, celui qui gère les émotions. Et donc, le fait d'avoir cette stimulation de la nicotine sur les récepteurs de cette zone cérébrale, ça implique qu'il y a une substance qui s'appelle la dopamine qui est libérée dans notre corps. Et cette dopamine, eh bien, elle va avoir un effet à la fois relaxant, apaisant, et en même temps, elle peut nous aider à nous concentrer. Ce qui fait que cette dépendance, elle va être au fil du temps créée par cette alternative du niveau de dopamine qui monte et qui descend de manière très, très rapide. Et de ce fait-là, eh bien, on va avoir aussi dans le cerveau une autre zone qui est associée, qui, elle, gère tous les gestes, tous les contextes dans lesquels on consomme le produit. Et cette espèce de caisse enregistreuse, c'est ce qui va aussi être impacté, par exemple, par le geste qu'on va répéter tellement de fois que c'est comme imprimé à l'intérieur. Donc, toute cette partie du cerveau qui est impliquée dans le corps pour ces sécrétions de dopamine, ça va engendrer la dépendance physique. Et vu qu'il y a cet effet caisse enregistreuse, on va aussi être dans un effet comportemental. Donc, on voit déjà que si on veut arrêter de fumer, il va être important à un moment donné de s'occuper aussi de la gestion de nos habitudes, de trouver des alternatives. Et c'est pour ça que la phase de préparation du mois sans tabac, elle est très importante. C'est très lié aux émotions, comme je le disais. Donc, si on est triste, si on vient de se fâcher avec quelqu'un, si au contraire on fait la fête, on est très ambiancé, etc., eh bien là aussi, on va avoir tendance à avoir associé le produit comme étant un soutien, une aide dans ces moments-là. Et dans le cas de la fête, on n'est pas forcément triste, hein, loin de là, si on fait la fête. Par contre, le fait de voir quelqu'un sortir fumer alors que nous-mêmes, on a fumé juste avant, le niveau de dopamine est au plus haut. Ce n'est pas le corps qui va réclamer, c'est le côté « ah je vais accompagner », c'est le côté social qui va là prendre le pas. Donc, quand on veut envisager un arrêt du tabac, la première chose à faire, c'est d'évaluer pour soi comment est structurée sa dépendance. Il y a un test qui existe en ligne, le test de Fagerström,
de notre dépendance physique qui permet d'évaluer ce niveau-là. Et puis ensuite, pour le côté plus psychologique et comportemental, eh bien là, ça va être de s'observer, de remplir une sorte de journal du fumeur, on en trouve en ligne dans les applications, pour voir cette cigarette-là, à quel besoin elle répond. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment j'en ai besoin ou est-ce que c'est une cigarette réflexe? Donc, c'est ces questions-là qui vont permettre de bien jalonner la préparation de notre arrêt avec, par exemple, si on voit qu'on a un niveau de dépendance physique élevé, l'opportunité de regarder au niveau de la substitution nicotinique, par exemple. Merci Virginie pour cette intro qui a déjà plein d'informations et je pense que ça permet déjà juste d'amener un petit peu de conscience sur tout ça, tous les mécanismes, tout ce qui est impliqué, le côté physique, psychologique, les habitudes. Enfin, et je rappelle aussi aux participants et participantes qui regarderaient ce contenu, je le rappelle aussi que justement, vous aurez accès à des outils dans votre guide de 40 jours. Vous aurez accès aussi à des exercices, des moyens de vous observer. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez des ressources en temps voulu sur ces thèmes-là. Donc, Virginie, pour continuer, c'est vrai que voilà, parmi les participants qui sont déjà présents sur le groupe Facebook du Mois sans tabac, tu as déjà un petit peu répondu finalement, mais il y a eu vraiment énormément cette peur, notamment de l'échec. Voilà, de ne pas réussir à arrêter de fumer ou de rechuter. Donc, déjà plus par rapport à l'échec, qu'est-ce que tu pourrais dire déjà peut-être pour rassurer les participants? Mmh. Alors, il y a quelque chose que je trouve, vous voyez, j'ai les Shadocks derrière moi, pour ceux qui connaissent. J'ai souvent la coutume de montrer un dessin d'un Shadok avec une boule sur un bilboquet et puis il essaye de rattraper la boule et en la lançant, ça lui tombe sur la tête et il y a écrit: «Plus j'essaie, plus ça rate, plus j'ai de chances que ça marche». Alors, c'est peut-être un peu provocateur de dire ça de cette manière. Simplement, ce qui est très important déjà, c'est de comprendre que oui, on peut arrêter du premier coup et on peut aussi arrêter au bout de 3, 4, 5, 6 fois. Quand on a envie de changer son comportement vis-à-vis de la fumée ou même tout autre changement de vie, dans ma vision, le seul échec, c'est de rien tenter, par peur de l'échec. Donc là, quelque part, on se conditionne hypothétiquement un échec alors que ne rien faire, on est sûr qu'il ne va rien se passer. Si on essaye, ben, on peut être surpris en bien, comme on dit chez les Vaudois, hein. On peut être vraiment agréablement surpris par ce qu'on va apprendre de soi. Et même si cette tentative-là, il s'avère qu'on craque au bout de 6 mois, 1 an, 10 ans, on est riche de ce qu'on a appris. Et puis, il y a peut-être quelque chose aussi, avant de continuer sur ce sujet de la rechute, je pense que c'est peut-être important de dire aux participants la différence entre un incident et une rechute. Parce que quand vous êtes en sevrage, vous allez passer par différentes étapes et mieux vous aurez préparé l'arrêt en évaluant les situations à risque, en trouvant des alternatives au geste, par exemple, qui va vous manquer, que vous croyez qu'il va vous manquer. Bah, plus vous allez quelque part préparer, mieux ce sera. Cela dit, on est des êtres humains. Il peut arriver qu'à un moment donné, on se sente dans un moment de vulnérabilité et on craque, on en prend une. Et on se dit, voilà, ça y est, j'ai tout fichu par terre parce que j'ai repris une cigarette, parce que ce soir-là, j'étais vraiment pas bien, ou au contraire, parce que c'était le baptême du petit-neveu et puis que je me suis autorisé une cigarette. Et là, je me suis dit, mince, ça y est, j'ai tout foutu en l'air. Non, ça, c'est ce qu'on appelle un incident. Quand vous êtes en train d'arrêter de fumer et que vous en prenez une, c'est un incident. Par contre, si vous en reprenez une tous les jours, là, on va entrer dans la rechute. Mais si à un moment donné, il y a un moment de faiblesse, c'est un incident. Donc, c'est important de s'autoriser la différence entre les deux, parce que si vous avez l'impression que vous êtes en échec alors que c'était un incident, psychologiquement, vous allez croire que c'est fini. Vous allez peut-être même culpabiliser par rapport à tout ce que vous aviez déjà mis en place, alors que non, c'est simplement, voilà, un enfant qui apprend à marcher ou à faire du vélo, à un moment donné, il va tomber, mais il va se relever et puis il va continuer. Et puis il va apprendre à marcher, à faire du vélo sans plus tomber.
Donc, je fais ce parallèle parce que d'une certaine manière, dans l'arrêt du tabac, il faut beaucoup de bienveillance envers soi-même, beaucoup. C'est une façon vraiment importante d'envisager la chose pour éviter de se mettre trop de pression. Le simple fait de vous être inscrit, c'est déjà un pas énorme. Donc, la peur de la rechute, je l'entends, je la comprends, je l'accompagne avec les personnes qui viennent aussi au cours. Euh, Franchement, apprivoisez-la. Essayez pas de lutter contre elle. Tout ce, tout ce contre quoi on va lutter, on va mettre notre énergie à lutter contre quelque chose, ça va résister. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, OK, bah, j'ai peur de me planter, j'ai peur de recommencer à fumer et en même temps, là, j'essaye, je mets tout ce que je peux, je fais de mon mieux. C'est ça qui est important. Donc, si vous intégrez la rechute comme étant une possibilité, bah oui, c'est possible. Mais possible, ça ne veut pas dire que c'est du 100%. Vous voyez, vous avez autant de chances de réussir que de rechuter finalement, si vous tentez quelque chose. Donc ça, c'est très important. Autorisez-vous à prendre en compte cette peur de la rechute comme étant une peur euh, qui peut se dompter en fait, qui peut s'accepter. Dire, elle est là dans un petit coin. Ouais, je sais, elle est là. Mais moi, je continue d'avancer parce que j'ai envie d'y aller. Puis on verra bien. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Hein. Donc, imaginons plutôt ce qu'il y a de meilleur plutôt que de voir le pire. Hein. Mais c'est vrai que nous, les êtres humains, on est un peu comme ça. Hein. On parle souvent des trains en retard alors qu'ils arrivent à 99% des cas à l'heure. Donc voilà, traitez-vous avec bienveillance par rapport à ça. C'est le conseil que je donnerais. Wow, merci Virginie pour cette explication. Franchement, enfin, ça fait trop du bien déjà de t'entendre et je pense que ça fait relativiser que finalement, au-delà de la cigarette, du fait même de fumer, c'est, comme tu l'as très bien expliqué, plus notre propre regard sur nous-mêmes quand on a refumé pour X raisons. Et ce côté d'accueillir avec bienveillance, d'accepter, je pense déjà que ça va vraiment faire du bien à toutes les personnes qui vont entendre ça. Et je voulais juste rajouter, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais comme tu l'as dit, rien que le fait d'être inscrit et du coup d'avoir accès à cette vidéo, c'est que Oui, vous êtes déjà dans ce processus du mois sans tabac, d'une vie sans tabac, d'un parcours, voilà, peut-être d'accueil, de bienveillance envers vous-même. Donc juste prenez un moment pour honorer, pour célébrer ça et juste oui, le reconnaître et pas être tout le temps dans et l'étape d'après, je ne peux plus, oui. mais juste un espace pour ça, quoi. Ouais, ouais. C'est très important de se donner de l'espace et surtout que ce que j'ai peut-être pas dit au niveau du cerveau, c'est que ce système de la récompense, hein, on l'appelle comme ça, hein, le circuit dopamine qui va stimuler l'amygdale limbique en lien avec l'hippocampe, comme je vous l'ai dit, hein, la caisse enregistreuse, on appelle ça le circuit de la récompense. Donc, c'est important de se récompenser aussi sans le produit, de voir qu'on est capable de se faire du bien sans le produit. Merci pour toutes ces perspectives qui font vraiment du bien. Et alors, bah, pour continuer dans ces différentes peurs qui peuvent survenir au début de cette nouvelle aventure, tu as un petit peu parlé aussi des habitudes, de l'habitude de fumer, du geste. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a, par exemple, peur d'avoir ce manque du geste, purement du geste de fumer? Mhm. Alors, c'est de s'occuper les mains et la bouche. Ça va être de s'occuper les mains et la bouche. Il y a plein de choses qu'on peut trouver. Ça peut être le classique petit bâtonnet de réglisse qu'on achète en pharmacie, comme ça peut être, par exemple, d'avoir une espèce de balle anti-stress ou de jouer avec une bague ou de, en tout cas, trouver quelque chose pour que on se dise, voilà, je vais faire quelque chose avec mes mains, le cure-dent. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça. Faut que chacun trouve un peu la sienne. Et puis, bah, c'est vrai que ce geste, ça peut être aussi une façon de prendre un objet, un autre objet qui ressemble un peu, ça peut être un crayon, par exemple, et puis voilà, de jongler avec son crayon. Alors, je sais que quand on était au collège, des fois, avec le crayon de papier, on s'amusait comme ça. Parce que mine de rien, quand on est dans l'action, dans le mouvement, il y a aussi des zones cérébrales qui se mettent en action. Donc, ça va permettre de court-circuiter
l'envie, en fait, du geste. C'est d'apprendre à recréer une autre habitude, en fait. On a une espèce de disque dur et il faut faire un overwrite sur ce disque dur. Donc, de se dire: «OK, je sais que j'avais vraiment ce geste-là et encore maintenant, bah, on le fait mais avec le crayon». Vous voyez? On va le faire peut-être avec le crayon pendant un petit moment ou le cure-dent, mais voilà, on va en tout cas s'occuper les mains pour pouvoir réhabituer son cerveau à utiliser nos mains dans une autre façon de se mouvoir, dans une autre gestuelle, en fait. Donc voilà, c'est ça que je propose, c'est d'interroger sur: «OK, qu'est-ce que je peux faire avec mes mains pour, garder un mouvement sans que ce soit forcément ce geste-là?» Voilà. Et puis ça va être de s'observer. Plus on s'observe, plus on va se dire: «Ah bah là, en fait, voilà, j'allais faire ça. Bah, OK, je suis avec mon crayon, je vais le faire avec mon crayon». Puis je vais peut-être me dire: «Ouais, mais je suis ridicule avec mon crayon de faire ça». Et puis l'humour, l'humour, de rire de la situation, hein. Il y a vraiment, avec l'humour, un gros outil que vous pouvez utiliser. C'est de par exemple, vous prendre en selfie avec une carotte, et puis voilà, pourquoi pas, juste pour rire de vous, puis vous regardez cette photo-là, chaque fois que vous avez envie d'utiliser vos mains pour faire le geste, vous regardez cette image, par exemple. C'est pour, dédramatiser aussi, hein, se dire: «C'est pas grave». Hein, il y en a plein qui ont des tics sans être fumeurs, hein. Il y en a, ils vont se gratter la tête, il y en a, ils vont, faire ça avec leur nez, on a tous des petits tics et des petites manies et des fois, on s'en rend même pas compte, hein. Donc bah, là, c'est un peu pareil, c'est de se dire: «OK, je sais que je vais avoir ça pendant un petit moment et après ça va passer, comme tout le reste, ça va passer». Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a rien qui dure, vraiment. On va passer par des étapes qui sont peut-être un petit peu délicates au départ et au bout d'un moment, à force d'avoir fait ces autres programmations de comment on va agir, ça va s'estomper. Ça va s'estomper au fur et à mesure. Ça va rester tapis dans l'ombre, mais ça prendra beaucoup moins de place. Donc D'accord, voilà ce qu'on merci. peut dire par rapport à ça. Ouais, et je trouve, enfin, on retient plein de choses, mais il y a vraiment dans toutes les choses que tu as abordées jusqu'à présent, il y a le côté transitoire de tout ça et que peut-être on peut rester figé, voilà, j'ai rechuté, j'ai refumé, j'ai échoué, alors que, comme tu l'as dit, il n'y a rien qui dure, tout est transitoire et prendre un peu de recul, s'observer, dédramatiser et finalement être dans l'accueil et la bienveillance envers soi, que ce soit pour la cigarette ou n'importe quel autre Oui, sujet. oui, oui, ça marche pour tout. Et alors, Tout bah, à fait. justement, un autre sujet où je pense que déjà tout ce que tu as dit va pouvoir apaiser la tension par rapport à ça, mais il y a aussi énormément de personnes, enfin, sur le groupe Facebook en tout cas, mais je pense que ça concerne plusieurs personnes du programme, qui mentionnent la peur justement de prendre du poids au moment où elles arrêtent de fumer. Est-ce que Mmh. là aussi, tu aurais quelque chose de sage à nous partager par rapport à cette peur-là? Alors, je crois que c'est important d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le corps de nouveau, parce que quand on comprend ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, on devient un peu plus, en capacité de trouver des parades ou des stratégies. Alors, le fait de fumer, ça agit sur la glycémie. On sait que, ça a un effet coupe-faim, hein, ça c'est le marketing de l'industrie nous le vend depuis les années 30. On voyait ces photos de femmes: «Je suis slim avec ma slim», hein, donc je suis mince avec ma slim. C'est un argument de vente malheureusement. La réalité, c'est qu'une cigarette, à l'intérieur, il y a des produits qui sont pas bons, vous le savez tous. Donc notre corps, quand il y a quelque chose qui est pas censé être bon pour lui, il est bien fait, il va se battre contre ça, avec le système immunitaire, avec le système de la toux, avec les éternuements. Il va chercher à se débarrasser de ce qui ne lui convient pas. Là, c'est la même chose. Il va avoir besoin de se dégager, de se libérer de certaines choses qui ne lui conviennent pas, dont la nicotine, qui, même si elle a un effet positif ou perçu comme positif, eh bien, à la base,
c'est une substance qui est pas bonne. Donc, tout va être mis en place pour brûler des calories, pour métaboliser. Et on sait maintenant, c'est très bien documenté, qu'une cigarette, ça va consommer à peu près 10 calories de la fumée. Donc, si on fume 10 cigarettes par jour et qu'on arrête, on va avoir 10 fois 10, donc 100 calories à compenser, à ne pas consommer pour maintenir son poids. Donc, c'est bien de le savoir avant l'arrêt pour que vous puissiez trouver vos stratégies, de dire, OK, bah, je vais avoir à peu près tant de calories, ça représente quoi? Est-ce que c'est un croissant? Je me suis resservi de la bolo parce que, j'avais plus faim, mais j'avais super envie parce que je me fais plaisir, hein, on est aussi dans le principe de plaisir. D'autant que quand on arrête de fumer, généralement le goût et l'odorat reviennent d'une manière beaucoup plus prononcée. Le fait de fumer comme ça brûle, que ce soit du tabac chauffé ou du tabac, brûlé, il y a quand même des effets qui se ressemblent, où on va, moins avoir le goût, les saveurs et l'odeur. Donc quand on les retrouve, ben, quelque part, on a tendance aussi, pour alimenter le circuit de la récompense, à vouloir manger des choses qui nous font, plaisir, donc du chocolat, des choses sucrées ou salées selon nos préférences. Donc c'est important de savoir qu'on risque de prendre du poids, sans rien faire, juste en arrêtant de fumer, sans rien changer à nos habitudes. Et pour cela, ben, on va faire une petite projection de qu'est-ce qui, moi, me coûterait le moins comme changement? Est-ce que c'est de modifier un petit peu mon alimentation? Est-ce que c'est de bouger un petit peu plus? Parce qu'on est bien d'accord que c'est de bouger un petit peu plus. Tout le monde ne va pas avoir envie de se mettre au sport. Si on peut et qu'on a envie de le faire, c'est très bien, mais ça peut être juste de marcher, un petit peu plus chaque jour ou de monter les escaliers. Enfin voilà, toutes ces choses-là que vous connaissez très bien, pour bouger un petit peu plus. Donc, agir sur ce qu'on va manger et sur l'activité physique en se préparant, en se disant: «Qu'est-ce que je peux faire pour éviter finalement que ces calories que je vais reprendre sans rien faire, ben, je les garde pas?» Je les élimine comme si je fumais, sauf qu'au lieu de fumer, je fais autre chose. Donc ça, c'est intéressant, et puis il faut pas oublier que vous avez, la possibilité toujours de vous faire aider par quelqu'un, une diététicienne, un conseil en nutrition, par votre médecin, ou voilà, il y a toujours moyen de trouver de l'aide par rapport à ça, et ça va demander peut-être de changer un petit peu ses habitudes au départ, et puis, bah, après, c'est comme tout, dès qu'on ressent le bénéfice de quelque chose, ça devient plus facile parce qu'on en ressent l'effet positif. Donc là, par rapport à la prise de poids, bah, statistiquement, ça reste des chiffres, c'est toujours bien de donner des chiffres, mais il faut toujours être conscient qu'il y a des gens derrière les chiffres, hein. Donc, il y a quand même à peu près un tiers des gens qui prennent pas de poids du tout et 2 tiers qui prennent en moyenne entre 3 et 5 kilos, qui serait le poids qu'ils auraient eu s'ils n'avaient jamais commencé à fumer. Après, on sait très bien qu'il y a des personnes qui prennent plus de poids aussi. Néanmoins, c'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire. C'est pas une fatalité, et quand on sait que c'est important de se préparer à l'arrêt parce qu'on aura des calories en plus sans rien faire, bah, voilà, au lieu de se dire: oh là là, je vais prendre 15 kilos », on va dire: «Bah, non, je le sais avant, donc qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, les substituts nicotiniques peuvent être une aide puisqu'ils sont un frein à la prise de poids. Et ça, c'est peut-être important de le dire aussi. Ces substituts nicotiniques, ils vont vous aider à gérer la nervosité, la prise de poids, en vous apportant une combinaison, selon qu'ils soient des patchs avec le transdermique, quelque chose qui va se faire de manière régulière. Vous allez diminuer progressivement le grammage, et puis des substituts, plus buccaux pour là où s'il y a un craving, une envie de quelque chose très forte, bah, vous pouvez aussi utiliser votre substitut, par exemple, au lieu de foncer sur la barre de chocolat à la cacahuète, par exemple. Donc, la substitution nicotinique, c'est aussi une aide pour éviter de prendre du poids. Vous pouvez vraiment parler avec votre médecin, ça c'est documenté aussi. Donc voilà ce que je peux en dire. Oui, merci Virginie pour tout ça.
Et alors oui, par rapport à cette question des substituts nicotiniques, il y a une question aussi qui revient beaucoup sur le groupe et c'est un sujet très complexe, enfin, complet et complexe. À noter aussi que dans le programme du mois sans tabac, il y aura vraiment une séance spécifique là-dessus où vous pourrez aussi poser toutes vos questions et puis faire un peu le tour des différents types de substituts qui existent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions, mais déjà, ça fait du bien d'entendre que, voilà, que ça peut tout à fait faire partie d'une stratégie pour progressivement arrêter de fumer. Mhm, tout à fait. Merci Davini. Est-ce que, avant qu'on conclue cette brève première session qui finalement fait le tour de plein de sujets très importants, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter pour rassurer, encourager ou quelque chose à dire pour conclure tout ça? Alors, bah, juste dire déjà bravo d'avoir franchi le pas de vous inscrire. Ça, c'était vraiment très important. Profitez des conseils et des tips que vous pouvez vous échanger dans le groupe. Et puis surtout, faites-vous du bien. Faites-vous du bien, c'est-à-dire que euh, vous êtes dans une démarche où le fait de se récompenser sans le produit, le fait de se dire c'était mon petit moment à moi, après avoir couché les enfants, j'allais sur le balcon, c'était ma petite récré du jour. Si j'ai plus ça, j'ai plus rien. Non, vous pouvez trouver, vous êtes créatif. Donc soyez créatif. Ne doutez pas de vos capacités à trouver des stratégies. Et encore une fois, la meilleure des choses à faire, c'est d'y croire. C'est d'y croire parce que quoi qu'il arrive, déjà, 20 minutes sans fumer, c'est une meilleure oxygénation de votre sang. Donc, vous avez tout intérêt à vous dire, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, quelle que soit la durée de mon arrêt, ça vaut la peine. Voilà, ça vaut la peine. Et d'y croire, c'est indispensable. Croyez en vous, pour l'arrêt du tabac, mais pour tout le reste aussi. Croyez en vous, faites-vous confiance et n'hésitez pas à être créatif parce que la créativité, c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter énormément, que ce soit parce que vous avez envie de fumer, vous allez faire un petit texto, vous allez peindre quelque chose, vous allez vous faire un petit bouquet de fleurs, voilà. Soyez créatifs dans vos alternatives aux envies de fumer. Ça va vous aider beaucoup. Puis encore une fois, vous aurez si vous avez déjà le livre, vous avez déjà pu parcourir ça. La préparation, c'est là qu'est la clé du succès. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup Virginie pour ces belles paroles pleines de bienveillance et d'amour et de créativité. Donc, bravo à toutes les personnes qui auront pris le temps de regarder cette vidéo, ce contenu. Félicitations de vous être inscrits, acceptez vraiment, comme l'a très bien dit Virginie, les périodes voilà, de transition, de doute, accueillez vos émotions et ne vous inquiétez pas parce que ce soit dans le guide ou dans toutes les autres ressources auxquelles vous aurez accès, d'autres sessions aussi en live, des sessions sur Zoom aussi où vous pourrez poser vos questions. Vous avez et vous aurez tous les outils nécessaires pour vous soutenir là-dedans. Et comme l'a dit Virginie, finalement, votre meilleure ressource, c'est vraiment vous-même et toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Et on se réjouit de vous retrouver. Alors, tout dépendra quand vous écouterez cette vidéo, mais en tout cas, la session d'ouverture officielle du mois sans tabac aura lieu en direct le vendredi 20 octobre à 13h pendant une vingtaine de minutes où on vous expliquera vraiment en détail tout ce à quoi vous aurez accès et comment ce mois de novembre va se passer. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente préparation parce que, comme l'a dit Virginie, la préparation est la clé. Et on se réjouit de revenir vers vous aussi avec Virginie, avec d'autres experts et expertes pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Et dans tous les cas, vous pouvez déjà être très fiers de vous et prendre un temps pour célébrer cette première étape. À très bientôt.